Le sujet aujourd'hui, c'est donc l'évaluation des compétences. On verra, je terminerai par ce point-là, hein, l'activité, le produit de l'activité, la régulation de l'activité. Qui je suis, d'où je parle, on va faire rapide. À l'heure actuelle, ce que je fais, et beaucoup, à côté d'être enseignant-chercheur, c'est que j'accompagne les équipes à l'université et en école d'ingénieurs pour la mise en place de leur approche par compétences. Je suis également expert à la CTI, ce qui me permet aussi d'avoir un regard sur une vision aussi du côté des accréditeurs, de voir comment on demande, quelles sont les demandes que l'on peut faire aux établissements et quels sont leurs retours, et aussi conseiller scientifique du programme Avenir, un programme piloté par l'ONICEP qui s'occupe des compétences tout au long de la vie, dans le scolaire, dans le supérieur et dans la formation tout au long de la vie. Le plus proche où je suis allé en Bretagne pour le moment, c'est à l'ECAM de Rennes. Alors, je sais pas. Alors, sachez que je l'ai remonté parce que je l'avais mis plutôt vers Vannes. Mais voilà, alors je sais pas, peut-être que vous me direz si c'est bien là. Voilà. L'évaluation des compétences, pourquoi ça peut être un sujet compliqué dans les établissements d'enseignement supérieur? Ce que j'observe parfois, c'est que les équipes se lancent dans la question d'évaluation des compétences sans avoir défini les compétences, sans même former aux compétences, ce qui est un peu délicat. On m'appelle souvent en me disant « Non, alors maintenant, on a ce sujet maintenant qui est important, qui est d'évaluer les compétences. » Et parfois, je me retrouve sur des terrains où, en fait, les compétences n'ont pas été définies ou bien que les équipes ne forment pas forcément aux compétences. Donc, mon propos va aussi être de dire que dans une perspective d'alignement pédagogique, l'évaluation des compétences en tant qu'évaluation de l'acquisition d'apprentissage s'inscrit dans la cohérence entre définir des objectifs d'apprentissage, former à des apprentissages et évaluer l'acquisition de ces apprentissages. Un autre point qui me préoccupe aussi, c'est que parfois, sur le terrain, je vois des équipes essayer d'appliquer un peu de façon brutale et comme ça, essayer de plaquer des outils estampillés, évaluation des compétences, en pensant que ça va faire le job. Ça ne fait pas le job. C'est pas parce que tout d'un coup on va utiliser des grilles critériées ou des portfolios que automagiquement, ça va vous permettre d'évaluer les compétences. Donc mon propos aujourd'hui, ça va être le suivant, hein, c'est de faire passer le message selon lequel l'évaluation des compétences, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et comment ça s'anticipe? Ça s'anticipe en prenant soin de définir des compétences qui soient évaluables, mesurables, des compétences dont l'acquisition est observable. Parce que si jamais on n'a pas pris soin de vérifier cela, ça va être compliqué. Je prends un exemple. Si vous avez des compétences qui s'appellent maîtriser la chimie organique, déjà, le verbe maîtriser, il n'est pas tellement évaluable. Et donc, on va avoir des problèmes. Déjà, si la définition de la compétence, elle est un petit peu problématique. Voilà comment je vous propose de paver le chemin pour les 35 minutes de présentation qui me restent. Premièrement, comment préparer l'évaluation des compétences? Déjà, on va se préoccuper d'identifier les compétences, de formuler les compétences, de décrire les compétences, de modéliser les compétences avant d'évaluer les compétences. Qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je parle de l'identification des compétences? C'est que l'idée, c'est ici de vous dire comment identifier ces compétences pour en faciliter l'évaluation. Je me passe dans le cadre
de la définition de Jacques Tardif. Une compétence, c'est un savoir agir à l'intérieur d'une famille de situations. Et par là, j'entends aussi qu'une compétence, c'est quoi? C'est un objectif d'apprentissage terminal d'un programme d'études. Et ça, c'est important de le retenir par rapport à l'articulation qu'on peut en faire par rapport au fichier NCP, par rapport à l'approche programme, par rapport à... Voilà, on mobilise tout un tas de termes entre résultats d'apprentissage, attendus d'apprentissage, objectifs d'apprentissage, les savoir-être, les macro-compétences. Il y a tellement de termes utilisés un peu voilà, très polysémiques. Donc, entendons-nous bien, pour moi ici, une compétence dans le cadre d'une approche par compétence, c'est un objectif terminal d'apprentissage. Et il y a deux façons de déterminer ces compétences. Il y a une approche qui est plutôt défavorable à l'évaluation des compétences. C'est lorsque les équipes adoptent une approche bottom-up qui consiste à dire voilà tout le programme qui a été suivi, je vais exprimer ce que les étudiants pourraient faire en ayant suivi cette formation-là. Et à ce moment-là, les compétences, elles sont finalement exprimées comme une forme d'extrapolation du programme d'études. Ça, la plupart du temps, on ne converge pas vers quelque chose qui s'exprime comme un savoir-agir complexe. C'est plus comme une espèce d'exercice de formulation, de capacité générale. Et ça perd un peu en saveur et en utilisabilité. L'approche que je préconise avec les équipes que j'accompagne, c'est de partir d'une approche plutôt top-down, c'est-à-dire déjà penser aux situations dans lesquelles vous voulez que vos étudiants et vos étudiantes sachent agir avec un certain niveau de performance. Et à partir de là, les compétences vont être exprimées sous la forme de tâches effectuées à l'intérieur de familles de situations. Et là, lorsqu'on part de ce point-là, allez savoir pourquoi, mais les fameuses SAE dont on parle et dont on va en parler encore plus, arrivent beaucoup plus facilement. On est là, faciliter l'évaluation des compétences. Et lorsqu'on a dégagé ces savoirs-agir par une recension des situations dans lesquelles et sur lesquelles on voulait que nos étudiants et nos étudiantes sachent agir, on a beaucoup plus de facilité pour déterminer des situations d'apprentissage et d'évaluation. Et c'est en ce sens que l'évaluation sera facilitée par cette approche-là parce qu'on aura plus facilement accès à des situations d'évaluation. Ne stressez pas pour la prise de notes, vous aurez à la fin le document très, très rapidement. Un exemple issu, ici je pense que c'est ça ne se voit peut-être pas, ça ne se voit pas du tout même, mais c'est un travail que j'ai fait avec une école d'agronomie. Ils ont référencé, ils ont listé tout un tas d'activités et de tâches dans lesquelles ils souhaitaient que leurs étudiants, leurs étudiantes sachent agir à la fin de la formation. Identifier les besoins du chef d'entreprise selon les évolutions technologiques, identifier les actions envisageables à partir des évolutions technologiques, ainsi de suite. Et à partir de là, ils en ont déduit définition de la compétence à partir de cette recension des situations. Ils ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les étudiants sachent développer une stratégie d'entreprise basée sur les évolutions technologiques et réglementaires du secteur. Fort bien. Et là, l'avantage d'être parti par ce chemin-là, c'est que tout d'un coup, lorsqu'il s'agit d'imaginer des situations d'apprentissage et d'évaluation, on les a déjà en fait. On a déjà tout un ensemble parce qu'on a fondé notre définition de la compétence sur une recension des situations qui nous paraissaient légitimes pour nous inspirer. Et on n'a pas à en créer de façon artificielle ou inadaptée. Un point sur lequel j'aime bien revenir pour qu'on se cale sur qu'est-ce qu'on entend par compétence ou pas. Ici, vous avez un certain nombre d'exemples, je vous laisse les lire. Et puis, la question, c'est où sont les compétences? Y en a-t-il ou n'y en a-t-il pas?
Globalement, il n'y en a pas. Il n'y en a globalement pas. Les seuls qui pourraient éventuellement concourir à être des compétences, c'est dès lors qu'on commence à tendre vers une action productrice de quelque chose. Donc effectivement, modéliser sur CATIA V5 des objets en 3D, ça peut concourir à être une compétence. Résoudre un problème d'optimisation, il y a une action, il y a une activité qui semble être productrice de quelque chose, donc vraisemblablement on est sur la piste, mais ça reste quand même très décontextualisé, et à partir du moment où c'est décontextualisé, ce n'est plus une compétence. Un petit tip comme ça pour vous dire à partir de quand c'est une compétence ou pas. Si vous ne pouvez pas dire « je fais ça de mes journées », ce n'est pas une compétence au sens de l'APC. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je travaille en équipe. Non. C'est peut-être une modalité, une façon de travailler. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'agis de façon éthique et responsable. Non, enfin, qu'est-ce que merci, oh, bon, très bien, mais est-ce que tu fais quelque chose? Je viens de te le dire, j'agis de façon éthique et responsable. L'idée de la compétence au sens tardifien, au sens savoir agir dans des situations complexes, elle nécessite l'expression d'une production complexe et originale qui nécessite l'adaptation de ressources. S'il n'y a pas l'adaptation de ressources, on est dans quelque chose qui va s'apparenter à du savoir-faire. Donc je dirais que pour anticiper et faciliter l'évaluation des compétences, il est possible d'identifier les compétences à partir des situations dans lesquelles les enseignants souhaitent que les compétences soient utilisées. Et ça va être plus compliqué si les compétences sont définies à partir d'une extrapolation des contenus du programme. Deuxième partie, on va aller progressivement de plus en plus profondément dans le programme. La question de la formulation des compétences. Les compétences, je le disais tout à l'heure, ce sont des objectifs d'apprentissage terminaux du programme d'études. Donc je conseille, pour les rédiger, pour les formuler, d'utiliser les mêmes conseils que ceux qu'on suit pour rédiger des objectifs d'apprentissage. Je suis formateur de formateurs pour les nouveaux enseignants-chercheurs du supérieur, pour la formation continue des enseignants. Je donne des ateliers sur comment rédiger les objectifs d'apprentissage. Il y a des techniques qui facilitent et préparent l'évaluation. Je vous les donne ici. Un objectif d'apprentissage, c'est censé décrire ce que va apprendre l'étudiant, pas ce que va présenter l'enseignant. Donc si vous formulez un objectif d'apprentissage sous la forme « présenter les bases de la météorologie tropicale », vous êtes en train de parler de ce que vous faites vous. Donc c'est un objectif peut-être d'enseignement, mais ce n'est pas un objectif d'apprentissage. Vous voyez la différence? Je recommande l'utilisation de verbes d'action. Donc on va virer tous les maîtriser, appréhender les bases de... voilà. Pour être dans une... Et puisque c'est quelque chose de complexe, on sera dans un niveau taxonomique assez élevé, plutôt du créer. Donc on va virer, par exemple, maîtriser les bases de la météorologie tropicale. Et puis, je recommande, parce qu'à l'instant T où je vous parle, ça me paraît un niveau de modélisation sur lequel je me sens à l'aise et qui, je pense, est aidant et structurant pour les enseignants que j'accompagne. Je leur demande de préciser la finalité de cette action. Là, par exemple, pour l'enseignant avec lequel j'ai travaillé, qui est un vrai enseignant, hein, il existe, on est passé de présenter les bases de la météorologie tropicale à un objectif d'apprentissage qui serait identifier les phénomènes météorologiques tropicaux afin de préparer un bulletin de situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un objectif d'apprentissage qui est tangible. On sent que l'étudiant il peut s'auto-évaluer à la fin. Il dit, est-ce que je sais identifier ces phénomènes météorologiques ou pas? Et pourquoi faire? Jusqu'à quel point je dois savoir les identifier? Je dois suffisamment bien les identifier pour pouvoir préparer un bulletin de situation.
L'évaluation des compétences et des apprentissages est facilitée car elle est fondée sur des productions de l'étudiant, des productions tangibles. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je recommande, je conseille aux enseignants et aux équipes que j'accompagne de les formuler sous cette forme-là, un verbe d'action, le quoi et le pourquoi. Changer, par exemple, développer une stratégie d'entreprise en développer une stratégie d'entreprise pour que l'entreprise reste compétitive et adaptée au marché en évolution. Nettoyer les locaux et le matériel de la cuisine, ça devient nettoyer les locaux et le matériel de la cuisine afin de les maintenir en état de disponibilité. Ça, c'est un exemple des fiches RNCP de France Compétences. À quel point on sait que les locaux et la cuisine sont bien nettoyés parce qu'ils ont permis de rendre les locaux en état de disponibilité. On avait tout à l'heure produire des plans de conception d'objets 3D ou utiliser CATIA V5. C'est produire des plans de conception d'objets 3D pour réussir la fabrication physique de l'objet modélisé. C'est quelque chose, alors, à partir du moment où ça vous aide à anticiper l'évaluation, on est dans cette idée-là, hein, c'est une question de modélisation. C'est à quel point je modélise et j'essaie de raffiner et d'expliciter davantage ces objectifs d'apprentissage pour en faciliter l'évaluation et l'observation. D'autres objectifs d'apprentissage, je vous les laisse lire pour essayer de voir si lesquels vous paraissent évaluables, facilement évaluables ou pas facilement évaluables. On sent bien que dès lors qu'il y a des actions, ça va être un peu plus facile à évaluer. Maîtriser les sources du droit commercial, c'est un peu plus compliqué. Ou appréhender les spécificités du régime des obligations entre commerçants. L'idée, lorsqu'on rédige un objectif d'apprentissage, je dis souvent ça, il est censé permettre à l'étudiant de s'auto-évaluer avant l'examen. Il devrait permettre à l'étudiant de prédire sa réussite ou pas. Est-ce que je sais résoudre un cas pratique? Est-ce que je sais analyser des décisions de justice? C'est quand même plus facile à appréhender. Il ou elle peut plus facilement prendre une décision par rapport à ça que maîtriser. Est-ce que je maîtrise les sources du droit commercial? Encore une fois, c'est paver le chemin de l'explicitation. Donc, pour anticiper et faciliter l'évaluation des compétences, il est possible de formuler des compétences sous la forme d'un verbe d'action qui rende compte d'une création originale. Et ça va être plus compliqué si les compétences sont formulées avec des verbes tels que connaître, appréhender, maîtriser, qui rendent l'observable beaucoup plus loin, beaucoup plus flou. Les conseillers pédagogiques sont des chasseurs de flou. Nouvelle punchline. On va plus loin? Oui, allons plus loin. Identifier les compétences à partir des situations. Formuler les compétences sous la forme d'action et d'action dont la réalisation est observable. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que les compétences sont des apprentissages extrêmement complexes. On l'a dit tout à l'heure. Je le redis, une compétence, c'est une production originale dans des environnements VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Qui nécessite l'adaptation de ressources. Et donc, plus que jamais, ici, évaluer un apprentissage, ce n'est pas simplement évaluer le résultat, c'est aussi évaluer le processus. L'HCERS, par exemple, quand elle évalue les écoles et les universités, pour voir si elles savent concevoir des programmes de formation, elle ne regarde pas simplement le programme, elle regarde comment il a été conçu. Et l'APC, c'est ça.
j'ai fait un truc un peu méta, c'est un peu de deuxième couche, mais l'idée... Un enseignant de mathématiques vous dit souvent, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement le résultat, c'est les étapes intermédiaires. Pourquoi? Parce que les étapes intermédiaires sont un signe du processus. Et donc c'est un point particulièrement important dans l'évaluation des compétences, c'est qu'on ne s'intéresse pas simplement au résultat, mais à la façon dont il a été produit. Ce qui suppose quelque chose de plus pointu et de plus profond que simplement énoncer une compétence, c'est de savoir exactement comment décrire cette compétence. Parce qu'après, lorsque l'étudiant ou l'étudiante va produire quelque chose, il va falloir regarder cette production et regarder comment il ou elle l'a produit, mais on regarde quoi? Et est-ce que c'est au moment de l'évaluation ou après l'évaluation qu'on se demande qu'est-ce qu'on va regarder? Non. Enfin, non. Je le dis de façon très abrupte comme ça, mais ça s'anticipe et on anticipe l'évaluation de la compétence en sachant ce qu'il faut, en sachant précisément ou plus précisément ce qu'il faut regarder, ce qu'on peut regarder. Je vous propose ici différents axes de description de la compétence. Si vous prenez par exemple les travaux de Poumet, Tardif et Georges, si je prends l'exemple de savoir pâtisser. Savoir pâtisser, savoir évaluer si un étudiant ou une étudiante sait pâtisser, on peut regarder un gâteau, mais un gâteau ou une pâtisserie ne suffit pas à faire toutes les inférences sur la façon de pâtisser. Ça ne dit pas dans quel état on a laissé la cuisine. Ça ne dit pas si on a utilisé des produits périmés pour faire le gâteau. Ça ne dit pas si on a maltraité les commis. Vous voyez, il y a tout un tas de points qui font que lorsqu'on regarde le résultat, ça ne dit pas tout de la compétence. Ce que proposent par exemple ces auteurs, c'est dans les fameuses composantes essentielles qui décrivent les compétences, vous avez l'habitude de ces gérondifs. Qu'est-ce qu'on met dans ces gérondifs? La maîtrise des ressources, le respect des règles et des contraintes, la qualité du résultat, le respect de la méthodologie et une communication adaptée. Bon, effectivement, si on l'applique à savoir pâtisser, ça veut dire que lorsqu'on précise qu'est-ce que ça veut dire bien pâtisser, ça veut dire qu'on connaît aussi un certain nombre de techniques de base. Ça suppose quand même de respecter et de connaître un certain nombre de techniques de base. Ça suppose de respecter des règles d'hygiène et de propreté. Ça nous dit que le résultat, il est obtenu, il est observé selon un certain nombre de dimensions qui sont déjà connues de l'enseignant et de l'enseignante, et que l'enseignante l'a explicité auprès de ses étudiants, si possible. C'est le principe du contrat didactique ou du contrat pédagogique. Ça suppose aussi le respect d'une recette, d'un plan de travail. Et puis, on peut demander à ce que l'étudiante le présente d'une certaine façon. Mais vous en avez d'autres. Vous avez d'autres auteurs comme Jean-Claude Coulet, par exemple, qui propose d'autres façons de décrire la compétence. Pour Jean-Claude Coulet, là, on retrouve ici des règles d'action. Ce qui est le suivi des recettes, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre par exemple, chez Jean-Claude Coulet et Catherine Loisy, vous avez les artefacts utilisables. On précise quels sont les outils qui sont utilisés ou les instruments qui sont utilisés. Si c'est important pour vous, c'est le moment de le mettre. En tant qu'accompagnateur pédagogique, je ne suis pas là pour vous dire il faut décrire la compétence selon telle ou telle dimension. Les dimensions vous sont propres. Elles sont propres à votre discipline. C'est vous qui savez plus que quiconque sur quel axe, sur quelle dimension vous pouvez décrire l'agir de vos étudiants. Un dernier qui me tient à cœur, c'est celui de Chevalard. Chevalard s'intéresse
à la tâche. Est-ce que l'étudiante est capable d'accomplir une certaine tâche? Est-ce qu'il ou elle sait accomplir cette tâche en utilisant telle ou telle technique? Est-ce que cette technique-là est fondée, alors technologie au sens logos sur la techné, c'est-à-dire discours sur la technique? Et est-ce que cette justification, elle a un fondement théorique? Typiquement, en TP, c'est souvent, en travaux pratiques, c'est ce qu'on fait. On demande à ce que les étudiants réalisent une tâche. On espère que cette tâche, elle a été réalisée en suivant une certaine technique. Alors, une ou la technique, que les étudiants soient en mesure de justifier l'utilisation de cette technique et que cette justification, elle est fondée sur une théorie. Bah oui, c'est maîtriser c'est la traçabilité de la compétence. Et est-ce que je vais imposer cette description-là? Non, bien sûr que non. Si elle fait sens pour vous, si vous la trouvez intéressante et si vous êtes attaché au fait que l'étudiante, j'allais dire maîtrise, soit capable de rendre compte de tout ce cheminement, c'est OK. Pour moi, donc, pour anticiper et faciliter l'évaluation des compétences, il est possible de choisir un cadre de description de la compétence qui rende compte des dimensions sur lesquelles vous voulez observer le résultat et le processus. Ça va être plus compliqué si vous réfléchissez ça après l'évaluation, c'est-à-dire au moment de la correction. On a posé l'examen, on a posé tout un tas de questions parce qu'on les trouvait bien. Et comment on fait correspondre ça maintenant avec l'évaluation des compétences? Surtout quand on est plusieurs. Surtout quand on ne partage pas vraiment la même conception de ce qu'est une bonne production. Allons plus loin, toujours plus loin. Comment modéliser les compétences pour en faciliter, encore une fois, l'évaluation? Finalement, si j'essaie de faire la synthèse de tous les cadres d'explicitation, tous les auteurs qui sont mobilisés lorsqu'on parle de l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur, entre Tardif, Coulet, Le Boterf, on a des schémas récurrents qui se distinguent. C'est que globalement, ce à quoi on s'attend, c'est que les étudiants et les futurs professionnels soient en mesure de répondre à une certaine demande. Cette demande, quelle est-elle? C'est ce qu'on souhaiterait finalement, c'est que dans certaines situations, et des situations professionnelles qui demandent une création originale de la part des étudiants, on ait une certaine tâche à réaliser. Et ce qu'on espère, c'est que le moment venu, l'étudiant, l'étudiante est en mesure de répondre à cette tâche-là en produisant un résultat conforme, en l'ayant produit d'une certaine façon. Et je vais rajouter une couche en étant capable de réfléchir à comment il ou elle l'a produit. C'est là où l'on met la prise de recul, l'esprit critique. Pourquoi pas la maturité? Il y a tout un tas de termes valises pour finalement parler de la réflexivité. Et si j'essaie de fonder tout ça sous un chapeau commun, je dirais que finalement, ce qui nous intéresse, c'est que par rapport à une tâche à réaliser, ce qui nous intéresse, c'est que l'étudiant, l'étudiante soit en mesure de mettre en œuvre une certaine activité, un produit de l'activité et une régulation de l'activité qui soit conforme à nos attentes. Donc finalement, être compétent, c'est quoi? C'est par rapport à une tâche qui est donnée à faire, dans laquelle on n'a pas forcément la tâche, c'est ce qui est à faire dans la situation professionnelle, avec des demandes pas toujours explicites sur ce qu'on attend,
de nous sur comment on doit le réaliser et si on doit être réflexif par rapport à ce qui est produit. Hein. Je dirais presque que, enfin, oui, c'est pour ça qu'on a développé les méthodes agiles. Hein. C'est parce que parfois, celui qui donnait l'ordre, il n'était pas forcément même conscient exactement du produit qu'il attendait. Donc la demande, elle est jamais forcément précise, mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est que pour le coup, l'étudiant soit en mesure de mettre en œuvre une activité qui réponde à cette tâche-là, que le produit soit conforme, que l'activité mise en œuvre soit conforme et que la régulation de l'activité, comment l'étudiante va pouvoir progresser sur la base de cette expérience-là et qui ne va pas simplement devenir obsolète parce qu'il ou elle ne saura pas progresser. Parce que c'est ça l'enjeu. J'ouvre une parenthèse sur quelque chose qui est récurrent à l'heure actuelle, c'est « Ah oui, mais comment voulez-vous qu'on définisse les compétences ? On ne sait pas quels sont les métiers, 80% des métiers vont changer dans l'espace de 5 ans. » Oui, ok. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne définit pas les compétences ? Si, on les définit, mais on arme les étudiants d'une réflexivité et d'une capacité de régulation de l'activité suffisante pour qu'on l'arme dans cette autorégulation qui lui permette de s'améliorer au fur et à mesure qu'il ou elle avance. Et pas de le laisser ou la laisser glisser inexorablement sur la pente de l'obsolescence une fois le diplôme en poche. C'est une vision émancipatrice, autonomisante de la formation, qui est aussi véhiculée par l'approche par compétences. Je m'emballe un peu. Mais c'est parce que pour moi, c'est important cette idée-là. L'idée de l'émancipation, de l'autonomisation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, l'idée, c'est de se dire, lorsqu'on va faire le transfert sur l'évaluation des compétences, pourquoi je fais tout cet effort de modélisation de la compétence ? Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'évaluation de la compétence, on va pouvoir se poser la question, mais qu'est-ce que je regarde chez l'étudiant ? Est-ce que je regarde juste ce qu'il a produit ? Est-ce que je regarde comment il a produit ? Est-ce que je regarde sa capacité de s'évaluer lui-même ou elle-même ? Alors par exemple, pour pâtisser, on peut se dire, ben voilà, il y a une certaine situation où on va demander un gâteau. La différence entre la formation et la vraie vie, c'est peut-être au niveau de l'explicitation des attentes. On peut se dire en formation, oui, on a des attentes qui sont très explicites. Et puis dans la vraie vie, les situations sont davantage complexes parce que le demandeur, le prescripteur, n'a pas toujours le temps ou même la présence d'esprit de demander exactement ce qu'il veut, ce qu'elle veut, en termes de résultats, de processus ou de régulation. Et ce à quoi on s'attend, c'est que ça, c'est ce qui est à faire. On s'attend à ce que ce qui est fait soit fait avec un certain niveau de conformité aux attentes, un certain niveau de performance. Est-ce que c'est fait en respectant des règles, en ayant les gestes professionnels, en respectant un certain nombre de règles de savoir-faire ? Est-ce que le résultat, il est un tant soit peu conforme aux attentes ? Que dit le producteur, la productrice de ce qu'il a fait ? Saura-t-elle agir dans un spectre de situations plus large à l'avenir ou pas ? C'est ça l'enjeu. Et donc je vous sensibilise, peut-être, en tout cas c'est mon intention, au fait que regarder simplement le produit de l'activité ne suffit pas pour inférer un certain niveau de compétence. Et donc, encore une fois, pour anticiper et faciliter l'évaluation des compétences, il est possible donc d'identifier les compétences à partir de situations, de formuler les compétences sous la forme de verbes d'action, de choisir un cadre de description pour les compétences, de placer les étudiants dans une situation où ils réalisent une création originale, et il est possible d'observer l'activité, le produit de l'activité et la régulation de l'activité des étudiants. Une fois qu'on a bien anticipé
on peut se placer dans la perspective de l'évaluation. Et j'espère bien, une fois qu'on a fait tous ces efforts-là, parce qu'il me reste que 4 minutes 28, qu'on a bien préparé l'évaluation et on va essayer de voir. Enfin, je vais spoiler un peu, normalement c'est facilité, mais il me faut quand même préciser qu'est-ce qu'on entend par évaluer. Évaluer, je revois la notion d'évaluation à l'aune de ces 4 verbes. Évaluer un apprentissage. Déjà, évaluer, c'est quoi? C'est pas évaluer des étudiants. J'évalue pas des étudiants, j'évalue l'atteinte d'apprentissage. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Observer la production de l'étudiant, de l'étudiante, selon plusieurs critères qui rendent compte de cet apprentissage. C'est mesurer l'écart entre cette production et ce que l'on attend. Si on ne s'attend à rien, on n'a rien. On n'a rien. Tout le travail qu'on vient de faire, c'est préciser nos attentes. C'est préciser la référence. S'il n'y a pas de référence, on compare à quoi? Après, on dit « Ah, mais c'est difficile ». Ben oui, c'est difficile. Si on ne sait pas à quoi on s'attend, à quoi s'attend-on? Ça, pour décider in fine si l'apprentissage est acquis ou pas. Avec, si possible, et ça c'est une marge de progression dans l'enseignement supérieur qui est assez gigantesque, c'est la notification à l'étudiant, à l'étudiante, la capacité que l'on a de faire un feedback, de donner un feedback à l'étudiant, à l'étudiante pour qu'elle puisse progresser et s'améliorer au fil du temps. Je passe l'exemple du pâtissier pour aller sur... Voilà, là, à l'instant T où je vous parle, comment je modéliserai la situation d'évaluation. Pour moi, l'évaluation, c'est quoi? C'est un enseignant, une enseignante qui fait une demande. C'est-à-dire que vous allez placer, il ou elle place l'étudiant, l'étudiante dans une certaine situation où ce qui va être demandé, c'est une tâche sous la forme d'une création originale, savoir agir complexe, parce que c'est une compétence et un savoir agir complexe, avec éventuellement une expression des attentes au niveau du résultat du processus ou de la réflexivité. Et l'attendu, c'est quoi? C'est que, par rapport à cette demande-là, l'étudiant soit en mesure de mettre en œuvre une activité, un produit de l'activité, une régulation de l'activité qui répondent aux attentes explicitées et conscientes de l'enseignant ou de l'enseignante. Ce que va produire l'étudiant va devoir produire quelque chose qui rend compte de ça, du produit de l'activité ou de la régulation de l'activité. Et à partir de cette production-là, on entre dans la phase vraiment évaluative, c'est-à-dire on observe ce qui est produit, on mesure l'écart entre la production et les attentes, et on compile tout ça pour prendre une décision. Et ça questionne finalement 56 secondes, oh là là, ça questionne finalement les pratiques évaluatives actuelles que l'on a. Lorsque vous mettez en place les fameuses SAE, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous observez? Lorsque vous mettez les étudiants en mode projet, lorsque vous leur demandez un rapport, lorsque vous leur demandez une présentation orale, voire lorsque vous invoquez le portfolio, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur portfolio? J'espère avoir été plus explicite en disant, dans le portfolio, je m'attends à ce que l'étudiant rende compte de son activité, du produit de son activité et de la régulation de son activité. Pourquoi? Parce qu'un portfolio, c'est collecter, présenter, réfléchir. Et donc, ce qui questionne pour moi... Oh, petite musique qui m'indique que déjà j'ai... Oui, très bien. C'est ma régulation. Ce que je vous invite à vous poser comme question lorsque vous partez sur vos pratiques évaluatives, c'est est-ce que j'ai identifié mes compétences à partir de situations?
Est-ce que mes compétences sont formulées sous la forme de verbes d'action? Est-ce que mes compétences sont décrites selon un cadre prédéfini? Est-ce que les étudiants sont placés dans des situations où ils doivent réaliser une création originale? Est-ce que j'observe l'activité, le produit de l'activité, la régulation de l'activité? Ou pas? Ce que je voulais vous proposer, donc, c'est quelques pistes de réflexion pour anticiper l'évaluation des compétences. Vous dire finalement que ce qui me paraît important, c'est vraiment de réfléchir à cette modélisation de la compétence avant de vous lancer sur ce grand sujet qui est l'évaluation des compétences. Et je l'espère, vous amener à peut-être revisiter les étapes de vos pratiques évaluatives à la lumière de ce qui a été présenté pour relâcher un peu la pression aussi et de se dire, voilà, ça je peux le faire, ça va attendre un peu. C'est aussi ça la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui. Et je finis toujours par prenez soin du chemin, le résultat suivra, c'est le plus important. Merci de votre attention. La question porte sur le portfolio et ce que j'ai compris de la question, c'est finalement comment aussi accompagner les étudiants à cet exercice de remplir, de compléter le portfolio. Il y a des contextes plus aisés que d'autres, par exemple la VAE. Mais comparativement à un étudiant en première année, voire en L3 lorsqu'il arrive en école d'ingénieur, on a quelque chose qui est un peu plus difficile à réaliser. La réflexivité, ce n'est pas un apprentissage inné. C'est un apprentissage à acquérir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est amené à former les étudiants à cet apprentissage. Donc, et ce n'est pas parce qu'on va leur donner un portfolio que automagiquement, ils vont savoir s'en servir et savoir quoi faire avec ça. Et donc, de la même façon que vous avez des trajectoires de développement sur les différents savoirs agir, vous avez potentiellement des trajectoires ou une approche de la réflexivité qui est censée s'améliorer, un apprentissage lié à la réflexivité qui progresse au niveau de la formation. Et je dirais que ne comptez pas sur moi pour vous donner un outil, parce que je dis souvent, l'outil ne va pas faire... c'est pas en utilisant l'outil que ça va remplir la fonction que vous êtes censé concevoir. C'est-à-dire que c'est censé vous aider en ayant déjà conceptualisé ce que vous vouliez faire. L'usage du portfolio, oui, maintenant, si on dit ouais, j'en ai besoin pour que l'étudiant rende compte de son activité, du résultat de son activité et de la régulation de son activité, là, ça devient quelque chose de tangible et d'intéressant. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, si à l'heure actuelle, au niveau de votre évaluation, vous n'avez de ressources que pour regarder le produit de l'activité, vous avez juste le produit de l'activité. Est-ce que ça a besoin d'être dans un portfolio ? Si je pose la question, c'est tout à fait rhétorique. Il est nécessaire de former les étudiants à la réflexivité. Le premier jalon, c'est les questionner sur leur production et sur leur façon d'analyser leur production. Sachant qu'en bout de cursus, on espère qu'ils feront ça d'eux-mêmes. Mais il y a à former les étudiants, les étudiantes à ça. Ça ne va pas naître comme ça, ex nihilo.
Après, alors, entendons-nous bien, moi j'ai une approche de la réflexivité qui est inspirée des cadres théoriques que je mobilise ici, qui sont très inspirés de l'analyse de l'activité. Il y a d'autres pratiques parce que j'essaie de rendre ça opérationnel et tangible pour la communauté enseignante. Maintenant, il y a des secteurs d'enseignement où on a davantage la pratique des écrits bibliographiques, des techniques d'analyse de pratique, des focus group, qui, pour moi, sont aussi des outils ou des pratiques destinés au développement professionnel. Mais je dirais que voilà, c'est des outils possibles pour... là j'essaie de rendre tangible ce qu'on attend en termes d'activité. Si je reformule la question c'est que parfois, notamment sur ce type de formulation qui a projeté, lorsque on écrit pour, parfois la compétence vient après ce pour. Alors justement, moi je prends, je fais une distinction, je fais attention que après le pour, il n'y ait pas d'action. C'est une finalité. Parce que si c'est je fais ça pour produire ça, carrément pourquoi on ne dit pas que l'enjeu c'est de produire ça. Et c'est pour ça que merci de cette observation précise. Lorsque j'ai essayé de rédiger ces exemples, je l'ai fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire développer une stratégie d'entreprise pour que l'entreprise reste compétitive et adaptée au marché en évolution. C'est-à-dire, on va essayer de produire une stratégie d'entreprise et à quel point elle sera bien développée ou bien définie à partir du moment où ça nous permettra de décider si ou pas si l'entreprise peut rester compétitive et adaptée. À quel point les locaux sont bien nettoyés, c'est à partir du moment où ils seront en état de disponibilité. À partir de quand on aura produit des plans de conception corrects, à partir du moment où ça nous permettra ça facilitera la fabrication physique de l'objet modélisé. Alors bien évidemment, ça demande toujours du raffinement dans la précision. Moi, à l'instant où je vous parle, et je suis devant vous, il me semble que par rapport aux équipes que j'accompagne, on passe un cap. Cet effort-là, il est intéressant. Voilà. Par rapport à juste rédiger un vers, par rapport au fait de s'arrêter à ça, développer une stratégie ou nettoyer les locaux, dans ma pratique, alors ça c'est vraiment retour d'expérience, hein. C'est pas gravé dans le marbre avec conceptuel, c'est ma pratique d'accompagnement qui me dit, lorsque j'interroge les équipes que j'accompagne et que je leur fais ce petit supplément d'effort de modélisation, il me semble que ça facilite, ils se projettent davantage et plus facilement dans l'évaluation, dans ce qui est demandé, plutôt que quand ça n'est pas mentionné. On a finalement un critère d'évaluation là aussi. Oui. Parce que sinon, c'est un peu... Moi, j'accompagne effectivement beaucoup d'écoles. On est tout le temps dans le concevoir. Et vas-y, allez. Et concevoir des services, concevoir des produits, concevoir... et je dis, mais pourquoi faire ? Comment ça ? Comment osez-vous ? C'est pas important peut-être ? Je dis, si, bien sûr que c'est important. Mais à quelle fin vous concevez ce produit-là ? Pour répondre à une demande, voilà. À ce moment-là, vous placez... Ne serait-ce que de dire pour répondre à une demande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous imaginez de suite une situation professionnelle dans laquelle il y a une demande. Donc ça demande de savoir déjà quels sont les types de demandes qui sont faites à vos diplômés. Et de se dire, voilà, on va les former à ça, à répondre aux demandes types
ou emblématiques ou caractéristiques qu'ils ont dans la vraie vie, comme on dit. Alors, bien évidemment, si c'est déjà dans les composantes essentielles, ça devient redondant. Mais parfois, il y a des éléments qui apparaissent qui sortent de ce cadre-là. Effectivement, moi, j'ai parfois cette formulation où on me dit, oui, ils font ça pour répondre à une demande, donc ça va. Je l'ai pas forcément. Alors finalement, maintenant que j'essaie de construire une réponse, je me dis, est-ce que je l'ai dans les composantes essentielles? Pas tout le temps finalement. Parce que dans les composantes essentielles, il y a comment je veux le faire, qu'est-ce que j'attends comme qu'est-ce que j'attends comme résultat, mais parfois c'est quel type de est-ce que mon résultat il a une forme particulière? Est-ce qu'il y a un report, ce que j'appelle le reporting d'activité? Est-ce que dans un cadre professionnel, lorsqu'on fait un audit d'entreprise par exemple, un audit, sans doute, ça a une forme particulière et on s'attend à ce que l'étudiante produise quelque chose dans les règles de l'art. C'est parfois ça que je demande d'expliciter aux équipes. En fait, dans ces composantes essentielles, vous avez encore, c'est un prolongement de la description du savoir-agir sur un certain nombre de dimensions. Moi, je le prends comme ça pour être un peu light et sortir un peu de « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire ?» En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'expliciter vos attentes. Et ces auteurs-là essaient de vous offrir un cadre de description pour expliciter vos attentes. Si ce cadre ne vous convient pas, si vous avez d'autres enjeux dont vous voulez rendre compte, si votre liste au Père Noël, elle est sur d'autres dimensions, c'est tout à fait OK et c'est important de... Vous savez, on est enregistré. Non, je vais oser. Moi qui ai lu avec attention tous les livres de Jacques Tardif, Marianne Poumé, François Georges, on se connaît. Ils mobilisent un certain nombre de cadres conceptuels de description, mais qui ne sont pas uniques. Et il n'y a pas la preuve de l'exhaustivité et de ces cadres de description sur toutes les situations qu'on peut rencontrer. Donc, moi, je réserve à la communauté enseignante le soin, le privilège et la légitimité, surtout, de décrire les savoirs-agir sur les dimensions qu'ils et elles jugent pertinents. C'est ma déontologie d'accompagnateur pédagogique. Je reformule la question pour les lorientaises et les lorientais qui sont nombreux à nous écouter. Notre collègue de gestion, n'est-ce pas, attire notre attention sur le fait que où resitue-t-on la discipline et le statut de la discipline et de la connaissance dans ces approches-là, avec une inquiétude par rapport aux étudiants, notamment lorsqu'ils arrivent de lycée, qui rentrent en L1, et ça, elle exprime quelques difficultés à se projeter dans un cursus où on mettrait de suite les étudiants dans des situations d'agir en passant peut-être sous silence ou un certain nombre de connaissances. Donc une collègue juriste qui se questionne sur et notamment sur sa matière et peut-être la difficulté qu'elle peut rencontrer de façon générale sur un certain nombre de cursus, de filières,
qui n'est pas adossé forcément à un métier bien identifié dès le départ. Et où elle dit je ne me sens pas capable, avec mon seul enseignement, d'abonder dans une compétence. Et je pense que je vais partir sur une réponse en partant de là, justement. Effectivement, et pour rassurer, si elle en a besoin encore, notre collègue de gestion, savoir agir, on n'agit pas ex nihilo. Enfin, on demande toujours, pour moi, je suis assez mal à l'aise avec cette idée comme quoi on pourrait demander à nos étudiants d'agir sans aucune connaissance, sans aucun savoir, sans aucun savoir-faire, sans aucun savoir-être, et qu'on les mettrait de suite en situation comme ça. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre tradition. Peut-être que dans d'autres pays francophones, il y a ces pratiques-là de la main à la pâte, on met de suite il y a une approche un peu inductive, hein, c'est-à-dire c'est le besoin de connaissance qui va faire naître le fait d'aller chercher de la connaissance. Dans ma pratique d'accompagnement, je suis tout à fait à l'aise de dédier une part de l'enseignement à des connaissances de socle qui permettent d'agir. Si ce n'est que j'y viens. L'APC, elle a ça de novateur, c'est qu'elle va demander quand même de mettre les étudiants dans des situations d'apprentissage et d'évaluation, dans des situations intégratives, interdisciplinaires, dès le début. Dès le début, ça veut dire quoi? J'utilise parfois l'analogie, enfin pas l'analogie, un exemple de l'électronique. C'est pas première année, on fait que des composants. Deuxième année, on fait que des circuits. Et enfin, en troisième année, on verra des systèmes électroniques réels. Non, c'est dès la première année, on fait des systèmes. Mais des systèmes très simples, dans des situations idéalisées, extrêmement étayées. La première année, on fait une bouilloire. La deuxième année, on fait un micro-ondes. La troisième année, on fait un téléphone portable. Mais ce n'est pas première année des composants, deuxième année des circuits qui sont encore très loin des systèmes, et la troisième année, on fait un système super compliqué. C'est là l'idée, c'est l'idée d'être progressivement dans des situations intégratives, interdisciplinaires, qui participent à l'ancrage des apprentissages. Je le disais tout à l'heure, à un moment donné, sur les cadres conceptuels et les cadres théoriques de l'approche par compétences, mobiliser le constructivisme, la cognition située, l'interdisciplinarité, ça participe à l'ancrage des apprentissages. On est là aussi parce que ces approches-là, elles ont quel bénéfice? Elles ont le bénéfice de l'ancrage des apprentissages. Et comment on ancre les apprentissages? En utilisant les apprentissages dans des situations autres que celles qui nous ont servi à les acquérir. Et c'est en mettant les étudiants dans des situations, ces fameuses SAE, qu'on crée ce transfert, ce besoin de transfert, et on participe à l'ancrage de ces apprentissages, à la pérennité des apprentissages. Alors oui, le lien parfois il est plus ou moins fort, plus ou moins évident, et c'est un projet d'équipe à un moment donné, se dire à quelle périodicité, avec quelles ressources on peut ménager des moments où on va intégrer voilà, comme ça, des différentes disciplines, et on ne laisse pas juste le stage décider du sort des étudiants par rapport à ça. Je suis assez mal à l'aise avec la question des stages, parce que je trouve que le stage, ce n'est pas quelque chose qui est c'est authentique, mais on ne maîtrise pas forcément la qualité de l'encadrement dans le stage, de la situation et de ce qu'on demande à faire aux étudiants en stage. Donc je suis pas tout à fait à l'aise de délocaliser l'acquisition Parce que parfois on me dit oui, tout ça, tout ce qui est intégratif, interdisciplinaire, machin, ils le feront en stage.
Pour moi, le stage, je ne maîtrise pas tout ce qui se fait en situation de stage. Donc, je préfère peut-être revenir à des ambitions moindres dans les murs de l'université, mais au moins être garant de ce sur quoi on a la main. Après, pour être tout à fait... après, je dirais que... alors, si j'hésite, c'est qu'il y a des choses qui sont parfois un peu... Bon, ça dépend à quel point vous êtes à l'aise avec, par exemple, je vais dire clairement, l'intention professionnalisante de l'université. Parfois, ça pose question, ça pose problème même parfois chez certains enseignants. Et donc, du coup, moi, par rapport à cette question-là, c'est vrai que puisque on touche presque à des questions de valeur, de qu'est-ce qu'on fait de l'université, à quoi sert l'université, il y a des questions comme ça. Je suis assez mal à l'aise avec cette idée qu'on pourrait laisser faire les enseignants faire... Je vais refaire ma phrase. Je suis assez mal à l'aise avec le fait de laisser un peu les enseignants en roue libre sans qu'il y ait une forme de contrôle de à quoi ça contribue vis-à-vis du public que l'on a en face de soi. Et donc du coup, c'est vrai que cette idée de faire un projet d'équipe qui contribue à quelque chose pour notre public, à son émancipation, à sa réalisation, à son accomplissement, et qu'on étaye et qu'on accompagne les étudiants, notre public, pour se réaliser, mais pour faire quelque chose, je me dis que l'APC offre cette opportunité-là. Après, c'est vrai que je respecte les positions de chacun sur le rôle de l'université. C'est pour ça qu'effectivement, on a des profils d'accompagnateurs divers et variés. Alors, notre collègue juriste nous dit que les situations professionnelles sont facilement identifiables dans le domaine du droit. Pour devenir greffier, avocat, magistrat, c'est facilement identifiable. Mais après un L3, en schématisant, voire bien au-delà, et les collègues de gestion renchérissent et abondent, et que il y a effectivement cette difficulté de se projeter dans une perspective d'agir au niveau du L1, notamment par exemple des étudiants qui sortent du lycée sans avoir fait de droit jusqu'à présent. Je ne suis pas légitime pour revoir l'enseignement supérieur dans sa globalité. Néanmoins, je pense que ça questionne... je pense que ça questionne effectivement notre rapport à l'apprentissage et notre rapport à... si on le... Enfin, je conçois que ce soit difficilement conceptualisable par des enseignants. Et en même temps, je me dis, pour les nouvelles générations d'étudiants qui arrivent, ça va être de plus en plus difficile de leur dire « Assis-toi tous les lundis matins de 8h à 10h, écoutez Madame Machin, Monsieur Truc, faire du droit international, parce que c'est super important que tu aies un socle de connaissances super important. » On parlait à midi de la désintermédiation de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le risque du numérique, c'est d'avoir des opérateurs privés qui, en parlant le langage des jeunes, en répondant à leurs attentes et à leurs aspirations, menacent l'existence de l'université, qui n'est plus à même, parce qu'elle trouve ça difficile de fonctionner autrement, mais on est menacé.
on est menacé parce qu'il y a des opérateurs qui vont très vite donner des badges, donner des certifications, donner une capacité d'agir très rapide sans avoir 1, 2, 3 ans de droit international, droit des affaires, droit civil, droit pénal. Parce qu'on a décidé que quelque part, il fallait tout ce temps-là pour pouvoir commencer à agir. Et hashtag no offense au droit, parce qu'en en fait, dans d'autres disciplines, on a le même discours. Hein. C'est-à-dire que chez moi qui suis intervenu en médecine aussi, on se dit, oui, mais au départ, il faut connaître l'anatomie pour commencer à agir. Et en fait, certes, il faut connaître l'anatomie, la physiologie et tout un tas de matières. Maintenant, pour exercer la médecine, on peut commencer l'entretien avec un patient sans s'y connaître en médecine, mais juste commencer la technique d'entretien, par exemple. C'est commencer à câbler un agir sans avoir sous le coude 3 ans de médecine qui ne vont pas forcément servir en plus à développer des capacités d'entretien, d'empathie, de relation avec le patient. On voit bien qu'on peut agir sur d'autres aspects sans forcément être sur un socle disciplinaire et de connaissances aussi conséquent soit-il. Je reprends un autre exemple sur des lettres classiques. Ah, mais c'est bien gentil tout ce que vous nous dites, mais nous, la seule issue professionnelle, c'est devenir prof de latin ou prof de grec. Ou pas. Enfin, les historiens ont besoin des lettres classiques. Lorsqu'on est ou de grec, de latin, d'occitan, si vous êtes médiéviste, si vous êtes historien, vous avez besoin d'archéologue ou il y a plein de métiers où on a besoin de ces langues-là. Donc c'est aussi un peu un changement culturel de se dire, de se projeter dans cette idée-là. Je discutais aussi avec une directrice de département linguistique qui me disait nous c'est difficile à L3, je ne vois pas les situations professionnelles. Je dis mais à l'heure actuelle avec tous les logiciels de reconnaissance de la parole, de synthèse vocale, ah oui j'y avais jamais pensé. Oui, c'est un peu ça aussi la question de ce. Quand je disais tout à l'heure, c'est culturel, c'est traditionnel. C'est pas en soi une. C'est pas en soi une critique, c'est en fait de se dire qu'on n'est pas habitué forcément à penser en agir. On est tellement empreint du savoir et on se dit aussi, parce qu'on se projette, mais c'est le moment où je parle des mini-nous, c'est un concept à moi, où je dis on ne s'adresse pas à des mini-nous, il n'y a pas des mini-nous devant nous. On a une appétence pour le savoir. On kiffe le savoir, comme disent les jeunes, mais est-ce qu'ils sont tous comme nous? Quand on regarde la proportion, c'est là où je fais mon schéma, si ça c'est la population de L1, combien vont en thèse? Sur la partie qui est en thèse, combien vont dans l'enseignement supérieur? Et cette proportion-là est censée se prononcer sur ce qu'aime et ce que devrait avoir toute cette population-là? Sommes-nous vraiment représentatifs des attentes, des appétences et des aspirations des jeunes générations? J'en tombe à la renverse. Mais c'est pour ça que parfois je suis assez prudent sur le je trouve enfin, je finis ma phrase. je suis assez réservé sur le fait de transférer nos propres appétences sur les appétences des jeunes générations. Et je trouve qu'on ne connaît pas suffisamment, pour le coup, les appétences et les aspirations
des jeunes générations et le rapport qu'ils ont aux études, le rapport qu'ils ont au travail. Et ce que je peux en lire jusqu'à présent ne me rassure pas sur leur appétence de s'installer sur 2 heures de CM réguliers de 8 à 10, ou de 10 à 12, hein, c'est pareil, hein, pour se dire, bah, je vais avoir... parce que c'est la notion, après, on ouvre des champs, c'est l'ubiquité du savoir, c'est l'accessibilité du savoir, c'est le anywhere, anyhow, anytime, c'est ça aussi. Parce que finalement, on questionne la préséance du savoir par rapport à l'agir, mais c'est aussi le comment on va le faire. Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on aura éventuellement consenti à dire ok, on va ménager de l'agir, mais de l'agir quand quand est-ce qu'on le fait, comment ça va changer notre façon d'enseigner. Un point de vigilance donc par un de nos collègues de Lorient qui, dans mes propos, voit avec la mention cette recommandation au changement et la mention de certificats que donnerait le secteur privé, associe l'APC à des ambitions politiques, servir des ambitions socio-économiques, et que finalement un attachement au fait que l'université soit productrice de savoir, et que en fait, globalement, les enseignants n'ont pas attendu à l'APC pour penser à leur enseignement et à penser à leur cohérence, la cohérence de ce qu'ils donnaient dans leur enseignement. Un certain nombre de points par rapport à ça. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à effectivement à mettre ce saut-là de la soumission ou de l'asservissement de l'enseignement supérieur à des ambitions socio-économiques. Je n'en sais rien. Ce n'est pas... Enfin, je n'en sais rien. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce que dans ma politique, moi, et dans ma déontologie et mon ambition, l'approche par compétence, pour moi, c'est à la base venu par des auteurs comme Jacques Tardif, Marianne Poumet, François Georges, par exemple. Et eux, je les aime et je les suis parce que ce sont des constructivistes, des cognitivistes, des gens qui s'intéressent à la théorie de l'apprentissage et qui s'intéressent à la qualité des apprentissages des étudiants, et pas parce qu'ils sont inscrits ou pas au MEDEF. Pour être clair, on va être clair. Moi, je suis pas préoccupé par des questions. Alors, je me fiche de savoir, très clairement, parce que je ne suis pas dans la langue de bois, je me fiche de savoir, finalement, qui vient nous amener avec cette approche par compétence. Pour moi, je peux utiliser cette approche par compétence pour travailler sur la qualité des apprentissages des étudiants. J'utilise l'approche par compétence pour viser l'émancipation des étudiants, pour viser la réalisation des apprenants, pour viser l'accomplissement des apprenants. Qu'on me dise finalement... Oui. Non, mais c'est important parce que ce sont des remarques qui sont récurrentes et qui sont légitimes. Hein, donc je suis tout à fait OK avec ça.
Et c'est peut-être ça aussi qu'on perd de vue. C'est-à-dire que moi, parce que quelque part, il y a ma déontologie d'accompagnateur qui pique là, parce qu'on me prête du coup des intentions qui ne sont pas les miennes. Et j'ai à cœur de dire que si moi, en tant qu'enseignant-chercheur lambda, j'ai opéré aussi cette migration vers l'accompagnement pédagogique, c'est aussi parce que ce qui me meut, c'est ces questions-là, c'est de travailler sur la qualité des apprentissages des étudiants, sur une vision de l'enseignement supérieur qui est pas centrée sur je fais 3 ans de telle discipline sans me préoccuper de savoir à quoi ça sert, à quoi ça va leur servir. Je m'intéresse à la qualité des apprentissages, l'émancipation, l'autonomisation des étudiants, et c'est pour moi très important. Lorsque vous dites l'université productrice de savoir, oui, qui produit les savoirs? Les chercheurs. Oui, je suis complètement aligné et cohérent avec cette ambition-là. Maintenant, est-ce que si vous pensez que les étudiants sont à même de subir du transmissif de la part de ces producteurs de savoir, je pense que vous faites fausse route. Merci pour votre vigilance. Soyez toujours vigilants, c'est important.